Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le président de la République, Emmanuel Macron, réunissait à Versailles le Congrès, les députés, les sénateurs pour un grand discours. Est-ce que vous l'avez vu et qu'en avez-vous retenu? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Je partage tout à fait les commentaires, notamment ceux qui ont été faits par Marine Le Pen, par Nicolas Dupont-Aignan. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. On ne peut pas en vouloir à Emmanuel Macron d'avoir saisi ce canal qui n'existait pas dans la Constitution. Quand j'étais étudiant en droit, c'était la Constitution du général de Gaulle, la Constitution du 4 octobre 58, que moi j'ai étudiée 10 ans plus tard. Mais à cette époque, il y avait d'autres messages du président de la République que ceux qui étaient lus par le président de chaque assemblée, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui ne donnaient lieu ni à débat ni à vote. Je crois d'ailleurs même que les parlementaires devaient l'écouter debout, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'on y a eu droit une fois avec Mitterrand, mais je n'en suis pas très sûr. Il y a eu d'autres présentations au Congrès. Nicolas Sarkozy l'a fait, François Hollande l'a fait. C'est une réforme constitutionnelle de 2008 due à Nicolas Sarkozy. Bon, par conséquent, je comprends très bien que nos élus n'aient pas boycotté. Ce n'est pas une violation de la Constitution, d'une part. C'est une possibilité qui est offerte au président de la République. Bon, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup d'apparat, sans doute beaucoup d'argent dépensé, pour un discours, certes prononcé sur un ton présidentiel, mais qui est resté extraordinairement général. On aurait dit plutôt une dissertation de philosophie. Alors c'est plein d'un côté de bons sentiments. On a compris que le président de la République est plutôt en faveur de la prospérité contre la pauvreté. Il est plutôt en faveur de l'harmonie sociale plutôt que de l'éclosion des conflits et de la généralisation de l'agressivité. C'est pas votre cas? Si, bien sûr. Vous êtes d'accord finalement? Non, parce que le problème, c'est qu'il a annoncé très peu de choses. Alors, il ne s'est prononcé concrètement que sur les questions institutionnelles. Alors, sur les questions institutionnelles, s'il s'agit de réduire le nombre des parlementaires, qui avaient excessivement augmenté les années précédentes, précisément pour des raisons de tripatouillage du mode de scrutin, je suis d'accord. Ça figurait dans notre programme, ça figurait dans le programme de Marine Le Pen, et la diminution qui est proposée me paraît raisonnable. Encore que je ne suis pas absolument certain qu'il soit nécessaire en contrepartie d'augmenter démesurément le staff dont dispose chaque député. Parce que sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt pour les finances publiques. Bon. La suppression de la Cour de justice de la République, personnellement, je suis contre, je dois vous le dire. Alors, c'est une opinion personnelle. Je ne sais pas quelle sera la position officielle du Front National, mais bien sûr, ça peut paraître comme un privilège de faire juger les ministres de cette façon. Mais que je sache, le président de la République lui-même, il est toujours protégé par son inviolabilité et il n'est passible que de la Haute Cour de justice. Donc quand M. Macron dit qu'il veut supprimer toutes les juridictions d'exception, il supprime toutes les juridictions d'exception pour les autres, pas pour lui-même. Je persiste à penser que la fonction gouvernementale ne peut pas être jugée exactement à l'aune de simples citoyens. Je vais vous donner un exemple. Si le ministre de la Guerre, en accord avec le président de la République, ordonne l'élimination d'un djihadiste se trouvant à l'étranger, dont on sait qu'il fomente des attentats contre la France. Est-ce que cette exécution extrajudiciaire l'expose à se retrouver ensuite devant les juridictions de droit commun pour assassinat? Parce qu'après tout, l'élimination de quelqu'un hors de procédure judiciaire, ça s'appelle en droit un assassinat. Chacun comprend bien qu'il y a une spécificité de la fonction gouvernementale et qu'il n'était pas anormal qu'elle soit jugée dans une, émission particulière. Alors, oui. un point qui a été abordé, qui est celui de l'immigration.
Emmanuel Macron en a parlé. Question de l'immigration, vous avez peut-être vu l'étude, le sondage publié aujourd'hui par Le Monde, alors qu'il présente peut-être ce que vous allez appeler, vous allez peut-être vous glorifier de cela, la lepénisation des esprits. Oui. 61% des Français qui estiment qu'il y a trop d'étrangers en France. 65%, 61% en revanche des Français, eux, estiment eh bien, que les immigrés ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer. Il en vient aussi de la question de l'islam. C'est quoi, ce sont vos thèmes? Certains le font et d'autres non, c'est évident. Vos thèmes ont gagné la société française? C'est la réalité qui gagne la société française. C'est pas simplement la votre réalité discours. Gagne la société française et par conséquent contribue à notre fameuse dédiabolisation parce que les gens se rendent compte que finalement ce que nous disons est vrai. Et ce qui m'a frappé quand même dans cette analyse, c'est que, y compris un certain nombre de sympathisants, un nombre important de sympathisants du Parti socialiste, même du Front de gauche. Très peu au Front de gauche, c'est vrai, mais les socialistes, 46% des socialistes. 46% des socialistes trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. 30% pour la France insoumise, 95%. Ça veut dire un tiers quand même des électeurs de M. Mélenchon, qui est resté, lui, désespérément internationaliste, à tout craint. Bon, et quand j'entendais encore hier sur le plateau de CNews, mon contradicteur socialiste demandait qu'on accueille absolument tout le monde, et tout le monde, à partir du moment où il y a un problème dans un pays, comme par exemple l'Érythrée, il faudrait accueillir tous les Érythréens. Bon, non, il faut se préoccuper dans le cadre de l'ONU du gouvernement érythréen scélérat qui a réduit son pays véritablement en esclavage et qui provoque cet exode. Pareil en Méditerranée, c'est quand même extravagant. On envoie des navires pour recueillir ces malheureux, des navires privés. L'Italie se plaint d'ailleurs de ce qu'ils ne peuvent accoster qu'en Italie, pourquoi pas en France, en Espagne ou ailleurs. Bon, qui vont rechercher tous les malheureux sur des frêles esquifs, sauvant ainsi des vies, mais provoquant un appel d'air pour d'autres. Il y a des dizaines de millions de personnes en Afrique qui ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en Europe. Est-ce que nous consentons à notre propre submersion ou pas ? Alors, si nous n'y consentons pas, il faut prendre les moyens. C'est-à-dire que si l'État libyen, détruit par M. Sarkozy à la requête de Bernard-Henri Lévy, n'est plus en mesure de contrôler ses frontières, il faut débarquer sur les côtes libyennes. Il faut faire le blocus des côtes libyennes. Il faut emprisonner ou éliminer les trafiquants. Nous vivons, j'ai l'impression, dans un monde de bisounours. Et nous participons de cette façon à notre propre submersion dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qu'a été l'immigration, que ce soit des Polonais, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Harkis, des catholiques vietnamiens fuyant le communisme, etc., qui, eux, ont fait, dans leur immense majorité, l'effort de s'adapter à la civilisation française. Vous faites d'autres comparaisons quand même. Vous avez comparé hier, vous l'avez mis sur un tweet, le fait d'envoyer l'armée française en Afghanistan et d'accueillir chez nous des Afghans. Enfin, ça part quand même d'un bon sentiment que d'accueillir ceux chez qui, aujourd'hui, il y a la guerre. Oui, c'est la dictature des bons sentiments. C'est la sagesse populaire qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Moi, je crois que ces bons sentiments qui règnent ici en maître, sauf à l'égard de la minorité que nous sommes, bien sûr. Parce qu'on veut être gentil avec tout le monde, mais pas gentil quand même avec ceux qui défendent les identités nationales, qui critiquent le mondialisme, qui ne sont pas d'accord pour abdiquer la souveraineté de leur pays. Ceux-là, ce sont d'abominables populistes, sinon pire, racistes, fascistes, xénophobes, antisémites, que sais-je encore. On leur trouvera toutes les tares du monde. Mais autrement, il faut être très gentil, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et les invasions, alors on me dit, mais ce n'est pas une invasion militaire. Et alors, ce n'est pas des invasions militaires. Mais bien sûr, les invasions ne sont militaires que si l'envahi se défend. Quand l'envahi ne se défend pas, qu'il va lui-même chercher l'envahisseur, en quelque sorte, il n'y a pas besoin, évidemment, de recourir à la force militaire, mais le résultat est exactement le même. Moi, je ne suis pas insensible au sort de ces malheureux, mais je dis que c'est un très mauvais signal à envoyer que de continuer comme cela, parce que ça provoque, encore une fois, un exode. Je souhaiterais qu'il y ait des campagnes massives de communication dans les pays africains pour leur dire « ne partez pas, restez
dans votre pays. Si vous partez, vous ne serez pas admis. Si vous partez, vous allez risquer votre vie. Vous allez traverser le désert et mourir de soif, comme sont morts une cinquantaine de malheureux Africains. Vous allez risquer de vous noyer dans la traversée de la Méditerranée. Et en tout état de cause, vous ne serez pas admis chez nous. Cette politique est une politique peut-être ferme, certains la trouveront excessive, mais c'est une politique qui, elle, permettra vraiment de sauver des vies. Tandis que le laxisme actuel, il est responsable, en réalité, de ces noyades, de ces épopées qui se terminent 9 fois sur 10 tragiquement, et de la submersion de notre pays. Le Parlement européen, lui, commémorait deux figures européennes, l'une très attachée au Parlement européen, Simone Veil. Oui, alors on parle de questions européennes, hein, on le précise quand même. France 2, Madame Claire Tesson. Pour Madame Claire Tesson. Pujadas, voilà. Anciennement Monsieur Pujadas. Ah oui, il n'est plus là. Il aura moins duré que vous au Parlement européen. Mais oui, c'est vrai, c'est une satisfaction d'être encore là quand d'autres n'y sont plus. Simone Veil, Helmut Kohl également, le chancelier allemand, principe de la réunification, ici à Strasbourg, lui qui tenait beaucoup à Strasbourg comme capitale de l'Europe, de l'Union européenne. Comme quoi, ces messages, ces hommages observent peut-être... Ce Parlement commémore beaucoup, ça permet de faire vibrer la corde émotionnelle. Ici, on est même allé jusqu'ici un dimanche dans l'hémicycle à faire venir le cercueil de ce malheureux monsieur Helmut Kohl, qui est certainement un grand homme d'État allemand, puisqu'on lui doit, enfin les Allemands lui doivent en grande partie la réunification de leur pays. Bon, la doivent aussi à monsieur Gorbatchev et bien évidemment à d'autres, mais il a très bien géré cela. Bon, Madame Veil, on assiste à une espèce de béatification. Si j'étais italien, je dirais Santa Subita, comme certains ont dit lors de la mort de Jean-Paul II, Santo Subito. Je ne vois pas très bien en quoi, si ce n'est la loi qui porte son nom et qui est plutôt imputable aux dirigeants de l'époque, dont elle était finalement le grand commis. Je pense au président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing, et au Premier ministre Jacques Chirac, qui ont imposé cette loi contre d'ailleurs la volonté de leur majorité. Je me souviens que lorsque cette loi sur l'avortement organisé dans les hôpitaux français a été votée, Madame Veil avait dit que l'avortement restait un drame dont les femmes devaient être dissuadées. Mais aujourd'hui, le fait de vouloir dissuader une femme d'avorter ou de lui conseiller de garder son enfant, c'est devenu un délit. Voilà, chercher l'erreur. Je ne puis m'empêcher de penser aux centaines de milliers, aux millions d'enfants français qui n'ont pas vu le jour, et ce n'est pas seulement de la faute de Mme Veil, hein, mais du terrible problème démographique de notre pays, qui, conjugué à l'immigration massive, est un des deux facteurs principaux de la submersion qui se prépare. Alors, ce déficit démographique, il est, à mon sens, le premier problème social français. Le premier. Alors, on va en parler. On peut revenir du chômage, on peut revenir de la désindustrialisation, on peut inverser le courant des délocalisations, etc. On ne se remet pas d'une mort démographique, d'une disparition physique. Les problèmes des Français, est-ce que vous y répondez? J'en viens à ma dernière question, Bruno Gollnisch. Après cette période électorale, il faut le Front National... Pour le reste, quand même, pour conclure sur Helmut Kohl et Madame Simone Veil, je serais tenté quand même de me dissimuler, de me cacher derrière une formule qui date de plusieurs millénaires, qui est la sagesse des anciens. Je la connais en latin, mais en fait, elle nous vient des Grecs. Pas de mortuis, nil, nisi, bonhomme, dit saint Domeste. Voilà. Des morts, il ne faut rien dire, si ce n'est du bien. C'est la raison pour laquelle je préfère me taire et ne pas aller au-delà. Alors, quelque chose qui n'est pas mort, c'est le Front National. Permettez-moi donc de vous en parler, de conclure là-dessus. Contrairement à ce qu'a dit un Godelureau, élu sur nos listes, qui a dit que le Front National était mort. C'est quand même le Front National dans lequel il n'avait jamais milité pratiquement avant d'être investi
pour les élections régionales et qui lui a permis d'occuper ce mandat important. Je crois qu'il y a un certain nombre de jeunes gens qui feraient mieux de tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de dire des âneries. Alors, vous allez vous réunir en séminaire. Marine Le Pen a annoncé la création de groupes de travail après votre dernier bureau politique. Oui. Vous allez faire une réelle introspection, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez faire ce travail de maturité? Oui, bien sûr, à partir de l'analyse des élections présidentielles et législatives. Elle a fait un parcours, moi je le trouve tout à fait remarquable, héroïque, épuisant. C'est nouveau comme procédé Non, il y a toujours eu des débriefings. Ils avaient lieu en bureau politique. Marine Le Pen a préféré, en quelque sorte, que l'on fasse ça thème par thème, et que comme nous étions assez nombreux, surtout si l'on y adjoint ce bureau politique, les responsables effectifs de la mise en œuvre de la campagne, eh bien, qu'il y ait une commission qui réfléchisse au choix des thèmes, une autre à la communication, une troisième à ce qu'ont été les instruments de propagande, profession de foi, bulletin de vote, etc. Et ainsi de suite, pourquoi pas, et ensuite de faire la synthèse. Et vous vous félicitez de ce travail? Oui, je pense qu'il est tout à fait nécessaire, oui. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine? Ah, certainement. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler à cette occasion, mais on aura aussi l'occasion de parler de ces questions de fond, je pense, au moment du congrès du Front National qui est annoncé pour le printemps prochain. Ça, c'est réservé à vos adhérents? C'est réservé à nos adhérents. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'incite nos amis à adhérer. D'abord parce que la situation du Front National a toujours été précaire. On sait que, par exemple, le financement public ne nous est accordé qu'en fonction de notre représentation, enfin pour moitié en fonction de notre représentation dans les assemblées. Et par conséquent, nous sommes tout à fait sous-représentés par rapport à ce que nous devrions être dans ce domaine. On sait que nous ne trouvons pas de prêts auprès des banques françaises, alors même que nous pouvons proposer des garanties. Par conséquent, il est extrêmement important que beaucoup adhèrent. Et moi, j'incite tous les gens qui ont de la sympathie pour ce que je puis représenter, qui ne s'est jamais voulu un courant scissionniste ou scisipare à l'intérieur du Front National, mais je les incite à adhérer précisément pour peser sur ce congrès au cours duquel on posera, je pense, un certain nombre de questions. Après les vacances d'été, on vous retrouvera à la rentrée sûrement? On me retrouvera à la rentrée, je pense précisément à ce congrès, reposer en quelque sorte les questions que je posais déjà il y a 2 ans, voilà, sur les thèmes qui doivent être prioritairement les nôtres. Par exemple, sommes-nous toujours dans notre programme social, favorisons-nous toujours en premier lieu l'accession à la propriété sociale, qu'il s'agisse de la propriété sociale du logement, qu'il s'agisse de l'actionnariat populaire, qui, en dépit de la privatisation d'un certain nombre d'entreprises, me paraît encore toujours d'actualité, car l'État a conservé des participations très importantes dans un certain nombre de sociétés et pourrait exercer son contrôle autrement. Le rôle, l'Union européenne sont aussi des thèmes L'Union européenne, nous étions en faveur de l'Europe des patries, par exemple, et il y a là un peu une ambiguïté à trancher. Est-ce que c'est vrai que cette institution est pratiquement, plus j'y siège, plus je considère, avec Marine Le Pen, qu'elle est pratiquement irréformable. Mais on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Est-ce que nous proposons d'autres formes de coopération avec nos partenaires européens? Si oui, lesquelles? Et est-ce que nous ne devons-nous pas affiner nos réflexions en ce qui concerne la monnaie, comme il a été tenté de le faire, peut-être de façon insuffisamment complète ou insuffisamment précise à l'occasion des campagnes électorales récentes. Vous avez des devoirs de vacances, en somme. Oui, nous avons des devoirs de vacances sur ces sujets, mais comme sur d'autres. Je pense aussi au problème du terrible déclin démographique. Je pense aussi, car c'est quelque chose qui va venir, M. Macron surfe aujourd'hui à propos du Code du travail. C'est sans doute un mauvais choix, mais sur le désir qu'ont les Français d'en finir avec l'excès de bureaucratie et l'excès de législation. Il a fait tout un pan de son discours là-dessus, sur le fait qu'il y avait trop de lois et qu'elles étaient trop contraignantes, que leur efficacité n'était pas garantie. Et là-dessus, il est difficile de lui donner tort. Mais voyons les actes. Le Front National, quoi cela va déboucher ? Le Front National naguère a été en pointe
dans ce combat contre la bureaucratie, dans ce combat contre l'excès de législation, dans ce combat pour le rétablissement des libertés économiques, des libertés intellectuelles, des libertés morales face aux lois liberticides. J'ai noté par exemple aussi que M. Macron a dit que l'histoire ne devait pas devenir un enjeu politique, ne devait pas être dictée par l'État. Il a tout à fait raison. Est-ce qu'il va supprimer les lois liberticides? Ce serait évidemment la seule conclusion logique de ce qu'il a dit, si toutefois ce qu'il a dit doit se traduire de façon concrète. C'est en tout cas là-dessus, nous, que nous conclurons, et je vous remercie. À bientôt.